On va parler d'ADB ce soir. On va essayer de comprendre un petit peu comment ça marche parce que j'imagine que vous l'avez tous utilisé, ADB. On va rappeler un petit peu ce que c'est, les basiques, et puis voir comment ça marche, et puis voir un petit peu plus loin comment ça marche, puis comment c'est fait, et enfin comment les outils utilisent ADB. Parce que vous utilisez Android Studio et d'autres choses qui utilisent ADB sans trop que vous le voyez. On va voir comment c'est fait. Donc, petite présentation, je suis Eyal Lezmi. Je travaille chez Geniemobil sur un projet qui s'appelle Geniemotion, c'est un émulateur Android. Et j'ai la chance de faire partie d'un programme chez Google qui s'appelle les Google Developer Experts, qui aide les speakers à speaker, à donner des confs en France et ailleurs. Un autre slide qui peut peut-être vous intéresser, ce sont les slides. En fait, c'est le lien des slides de ce soir. Donc si vous voulez les avoir tout de suite maintenant, avec les speaker notes, qui donnent un peu plus de détails que le contenu lui-même, vous avez un lien rapide, donc c'est bit.ly/adb-nyc comme New York City. C'est juste parce que j'ai donné cette conf la première fois à New York. Voilà. Du coup, on va pouvoir commencer. Allons-y. Donc comme je le disais, il y a 5 parties dans cette présentation. Est-ce que vous voyez bien au fond les écritures là? Ouais, ça va bien. Vous êtes des menteurs. Ok. La première, c'est comment ADB marche. C'est vraiment la big picture. On va essayer de voir un petit peu comment c'est structuré. Puis, on va parler de quelques commandes ADB. Peut-être certaines dont vous n'avez jamais entendu parler. Et puis d'autres que vous connaissez, mais on va voir comment elles marchent à l'intérieur. Et on va essayer d'apprendre des choses de ça. Ensuite, on va parler des vrais internals d'ADB, quels sont les protocoles qui sont utilisés à l'intérieur. Puis, on va faire un petit crochet sur comment développer sur le projet ADB, parce qu'en vrai, c'est un projet ADB, c'est un soft qui a quelques années maintenant. On va retracer rapidement son histoire. Et en dernière partie, on parlera de comment les outils de dev utilisent ADB. Et ce qu'on peut en apprendre et comment on pourrait en profiter. Et j'essaierai de finir, on verra en fonction du temps, j'espère, une petite démo de pourquoi est-ce qu'on a appris tout ça chez Geniemobil et sur Geniemotion notamment. C'est pour Geniemotion Cloud qui est un truc dont j'essaierai de vous faire la démo et voir un peu comment nous on l'utilise dans notre produit. Allez, démarrons. Comment ADB marche? Alors, ADB, ça veut dire Android Debug Bridge. C'est un outil en ligne de commande. Et il vous permet de communiquer avec vos devices Android. Vous le trouvez dans le SDK Android, dans le dossier qui s'appelle platform-tools. Et il y a 2 versions distribuées la plupart du temps, une stable et une preview. ADB, c'est un programme dit client-serveur. Et il est composé de 3 parties, un client, un serveur et un démon. Le client, c'est la ligne de commande que vous appelez. Lorsque vous faites un ADB quelque chose, c'est le client qui est exécuté, qui est instancié et qui s'exécute. C'est vraiment lui qui vous sert d'interface, vous en tant que développeur. De l'autre côté de la chaîne, on a l'ADB daemon. L'ADB daemon, c'est un démon qui est démarré au démarrage du device Android, qui run dans un process, et son boulot, c'est de récupérer les ordres qui viennent de l'extérieur et de les exécuter sur le device. Et puis on a un serveur qui run pour le coup sur votre ordinateur en process background aussi et qui est en fait le vrai bridge, le vrai pont d'ADB. ADB c'est pour Android Debug Bridge, le vrai bridge d'ADB c'est l'ADB serveur parce qu'il fait le pont entre la ligne de commande que vous envoyez, que vous demandez, et le daemon qui va exécuter vos commandes sur le device. Alors, si on essaye un peu de structurer ça, on a un ADB client d'un côté. Ah oui, pardon. Donc, comment ça marche? Quand vous lancez une commande ADB, vous allez, comme je vous disais, exécuter l'ADB client. Et la première chose qu'il va faire, c'est y a-t-il un ADB serveur? Il va regarder, et s'il n'y en a pas, il va en démarrer un. Je ne rentre pas trop dans le détail comment l'ADB client démarre le serveur. Il y a des choses très intéressantes sur ce sujet, mais il y a quelques pistes dans les speaker notes si vous voulez. Donc il va démarrer l'ADB serveur, et que va faire l'ADB serveur? Une fois qu'il est fin prêt, il va ouvrir un port en local, un port TCP, sur le port par défaut 5037. À partir de là, l'ADB client va pouvoir communiquer avec.
Mais ce que va faire aussi cet ADB server, c'est qu'il va scanner pour essayer de regarder directement s'il y a des devices qui sont connectés à cet ordinateur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se connecter à l'interface locale. Donc là, on parle d'émulateurs, l'émulateur d'Android Studio, par exemple. Et puis l'ADB server va aller crawler un petit peu sur une plage d'adresses que vous avez là. Et regardez, sur chacun de ces ports, alors vous voyez que les ports, c'est des chiffres impairs systématiquement, c'est parce que pour chaque émulateur, vous avez 2 ports d'ouvert, et donc du coup, forcément, il saute les pairs, parce que les pairs, c'est pas là où il y a ADB. Voilà, donc ça fait 5555, 5557, 5559, etc. Jusqu'à la fin, le dernier port, 5681. Et puis s'il en trouve un, parce que là, dans notre exemple, il y en a un derrière, il va établir la connexion. Et on verra un peu plus tard dans le talk comment cette connexion est établie. Donc ça, c'était pour la partie network. Sur la partie USB, c'est à peu près pareil. On va, par exemple, sous Linux, il va aller crawler les interfaces de bus, dev, bus, USB, etc. Il va regarder si derrière, il y a un device Android. J'utilise des trucs que vous n'avez vraiment pas envie de savoir. Et puis, quand il les trouve, il les rajoute automatiquement. C'est pour ça que quand vous démarrez, lorsque vous pluguez un device en USB, ou lorsque vous démarrez un émulateur en Android d'Android Studio, vous l'avez directement dans ADB. C'est pour ça. Et puis, donc là, on a couvert 2 types de devices. Les devices qui sont des Android Studio émulateurs, si on peut les catégoriser comme ça. Les devices qui sont USB. Et vous en avez d'autres, et Genymotion en fait partie, qui sont des network devices. C'est des devices qui sont... vous en avez un autre ici d'ailleurs, de network device. Pepper, c'est un network device. Pourquoi? Parce qu'il est connecté à votre réseau local, alors qu'il soit interne à votre PC, ou interne à votre infrastructure, à votre network local, et vous allez pouvoir vous connecter directement dessus. Alors nous, sur Genymotion, on fait des choses pour que vous n'ayez pas à faire de ADB Connect, et ce genre de choses, donc c'est seamless. Mais la nature, en tout cas, c'est comme ça que sont les devices Genymotion. Bref, si on reprend un petit peu notre schéma d'archi, si on veut catégoriser un peu tout ça, on se retrouve avec un ADB client et un ADB serveur qui tournent sur votre ordinateur, et puis différents démons qui tournent sur différents devices. Et l'ADB serveur fait bien la jointure entre tout ce beau monde. Très bien. Donc ça, c'était la big picture. Maintenant, passons à différentes commandes. Alors, je vous parlais de device network. Un device USB, vous pouvez tout à fait le rendre en device network. Vous pouvez, par exemple, vouloir accéder à un device USB, qui serait à la base USB, mais n'importe quel téléphone de dev qui traînerait dans votre réseau, juste connecté au Wi-Fi, vous allez pouvoir le rendre accessible. Comment vous faites? Vous le branchez en USB et vous faites un ADB TCP/IP 5555. Puis ensuite, une fois que la manip est faite, vous faites un ADB connect sur l'IP du device et à ce moment-là, magie, vous êtes connecté en ADB en wireless. C'est plutôt pratique, il y en a qui le font de manière assez régulière et ça peut vraiment sauver la vie des fois. Quand les câbles marchent pas, ce genre de choses, tout ça. Et si vous voulez le désactiver, vous avez juste à refaire un ADB USB. Ok, on va essayer d'aller un peu plus loin que ça. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un ADB TCP/IP? Alors, la première chose qui va se passer, c'est que l'ADB server va demander au démon d'activer le mode network. Ok? Donc en gros, il va envoyer un message qui ressemble à ça. Vous embêtez pas pour le message, je l'ai mis pour la déco, mais c'est vraiment ce message qui est envoyé. Le démon, ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? À l'intérieur du device, il va setter une property. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé getProp, setProp, tout ça, mais il fait ça. Un setProp sur une propriété qui s'appelle service.adb.tcp.port. C'est long. Et il va setter le port 5555. Vous voyez? Vous avez fait un 5555 ici, ça se retrouve là. Et puis, une fois qu'il a fini, ADB, il se tue lui-même. Bye bye. Et qu'est-ce qu'il attend? C'est qu'en fait, vu que ADB est un process system, le système lui-même va rallumer ADB. Et que fait ADB à son démarrage? Il va aller faire un get propre sur la propriété service.adb.tcp.port et il va détecter au démarrage
que, bah, en fait, il est censé ouvrir le port 5555 pour faire du local, pour faire se connecter au network et être accessible par network. Et voilà, et à ce moment-là, bah, votre device il est prêt, vous pouvez faire un ADB Connect, et ADB va être capable de prendre en charge la commande. Donc ça c'est cool, mais du coup, il y a un autre moyen de faire ce truc-là. Et vous pouvez déjà le faire en fait. Si vous prenez vous avez des applications, vous savez, de terminal émulator sur vos devices, si vous avez besoin des droits route, et vous faites un set propre, service.adb.tcp.port 5555, puis vous faites un stop ADBD, start ADBD, et c'est la même manip. Ça va marcher quand même. Et c'est vous qui l'aurez fait de l'inter. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en vrai, faire ça, c'est juste, c'est digne des petits geeks qui disent « Ouais, mais attendez, je vais le faire à la main ». Ça n'a pas beaucoup d'intérêt dans ce mode-là. Par contre, ça a un intérêt si vous utilisez cette propriété. La persist.adb.tcp-port, l'intérêt qu'elle a par rapport à service.adb, c'est qu'elle persiste au redémarrage. Et donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire sur vos devices lorsque vous avez une ferme de devices de dev, par exemple, et que vous avez envie que ces devices soient systématiquement sur votre réseau disponible. Bah, vous avez juste à utiliser cette propriété, et derrière, vous pourrez les redémarrer sans trop de soucis. Ils vont rester sur le réseau. Voilà, donc ça, c'était ADB, TCP, IP. Une autre petite commande aussi, je ne sais pas si vous la connaissez, vous connaissez ADB Devices, ça donne la liste des devices. Et bien parfois on veut un peu plus d'infos sur les devices auxquels on est connecté, parce qu'un serial c'est pas très utile en vrai, ça ne dit pas grand chose sur le device qui est derrière. Et du coup, il y a une commande qui s'appelle ADB Devices-L, c'est juste une option d'ADB Devices, qui donne un peu plus d'infos. Donc là par exemple, vous avez en haut c'est un device Genymotion, vous voyez que le product c'est VBox 86P. Derrière, on a ensuite un device Intel ici et une Nexus 9. Et vous voyez que vous avez un peu plus d'informations dessus. Et c'est assez intéressant lorsque vous avez des CI un peu particuliers, vous voulez catégoriser vos devices ou ne serait-ce que les manager, avoir une petite commande qui vous donne un certain nombre d'informations, ça peut être assez pratique. Un autre truc aussi, lorsque vous avez différents types de devices, des émulateurs, qu'ils soient Genymotion ou qu'ils soient Android Studio, et des devices USB branchés, parfois vous voulez targeter un certain type de device. Et là, vous avez des options -E et -D qui vous permettent de targeter. On va voir comment ça marche un peu plus tard. Et encore un autre truc que je voulais montrer, et ça pour le coup, ça peut vraiment être intéressant lorsqu'on essaye de faire des infras un peu compliqués pour de la QA d'applications mobiles, c'est les options -H et -P, moins grand P, moins grand H, moins grand P. Non, je pensais que j'avais un laser là-dessus, mais en fait non. Ok. Donc ADB-H et -P donnent la possibilité d'aller, depuis votre client, de votre PC à vous, targeter un serveur quelque part sur votre réseau local. Je vous donne un exemple. Je suis un utilisateur et je rentre ADB-H, une IP sur mon réseau local, donc 192, 168, etc. Un port qui est 5037, c'est le port par défaut d'ADB, donc j'imagine que si quelqu'un a lancé un ADB serveur, c'est sur ce port-là, et Devices. Théoriquement, ce que mon PC va essayer de faire, c'est d'aller, mon ADB client en local, il va essayer d'aller se connecter sur un PC distant, taper sur le port 5037 de ce PC distant, qui est désigné par l'IP, et faire un ADB Devices dessus. Et c'est typiquement ce que vous pouvez faire, vous, avoir une infra, par exemple, une ferme de devices avec 15 devices branchés en USB, des émulateurs, ce que vous voulez. Et vous pouvez y accéder de manière de pointer directement sur l'ADB serveur qui tournerait sur cette ferme de devices. C'est un exemple de truc que vous pouvez faire. Donc voilà, derrière, l'idée, c'est d'avoir plein de devices connectés. Ça vous va? C'est intéressant, hein? Et c'est pas fini. Pour terminer cette partie, je veux vous parler d'une commande qui s'appelle ADB. Alors qu'est-ce que ça affiche, la commande ADB? C'est la question, c'est le moment du quiz, hein. Donc n'hésitez pas à lever la main, sinon je vais répondre. Pardon, j'ai entendu un truc? Toutes les commandes. Toutes les commandes, c'est ça, c'est le help, ouais. C'est bien. On sent les experts. En effet. Mais moi, il y a un truc dans le help,
que j'ai envie de vous montrer et vous pointer. Il est ici. Alors les gens du fond n'arrivent pas à lire, tant pis pour eux, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans ce texte qui vous attire l'œil? Alors, pour donner du contexte, hein, là c'est le help de l'option qui s'appelle "-p", dont vous aurez strictement jamais l'utilité parce qu'elle est utilisée que pour du ADB Sync, donc pour les gens qui font du développement de ROM. Donc cette option, vous en foutez. Par contre, le texte, il est intéressant. Il y a deux, trois trucs à... Enfin, il y a une petite histoire derrière. Non, vous ne voyez pas? Ouais, je vais vous la faire. Sooner. J'ai le texte « Simple product name like Sooner ». C'est quoi le Sooner? Visiblement, c'est un device. Mais c'est lequel? Personne? Ok. Le Sooner, c'est ça. C'est le premier device Android qui ait jamais été designé, qui n'est jamais sorti en release publique. Il a été droppé. Et vous l'avez hein, dans votre commande ADB, vous faites ADB, vous allez encore trouver ce mot, Sooner. Et il y a une petite anecdote, parce que vous voyez la tête qu'il a, ça sent le bon vieux téléphone. Hein. Donc il y a une histoire, c'était aux alentours de 2005, tout ça, ils étaient en pré-release. L'équipe Android en fait, pourquoi ce device n'est jamais sorti, c'est qu'en fait, Android a mis du temps à être stable pour tourner sur des devices. L'équipe a mis beaucoup de temps, enfin plus de temps que prévu. Et du coup, ils avaient préparé ce device pour, releaser Android pour la première fois. Sauf que il était basé sur du matériel HTC, hein, comme tous les premiers téléphones Android de l'histoire. Et ils ont mis du temps à le stabiliser. Et comme vous connaissez les cycles de hardware, il y a un moment où votre device il est un peu outdated et vous ne voulez pas faire des annonces avec des devices un peu outdated. Donc du coup, ils l'ont droppé parce que le temps que Android devienne stable, bah, le device était outdated. Voilà pourquoi ça a été annoncé. Et puis, il y a une autre histoire aussi, c'est la réaction de Andy Rubin, lorsque il voyait sa team travailler sur ce device-là, et puis il a vu l'annonce d'Apple pour le premier iPhone. Et là, je vais vous citer ces mots. « Holy crap, I guess we are not going to ship that phone. » Et c'était ce téléphone. On le comprend, hein, on est entièrement d'accord avec lui. Aujourd'hui, Android est un superbe OS. Et il l'était déjà vraiment bien à l'époque. Par contre, en termes de hardware, comparé l'un à l'autre, voilà. Ils en ont profité aussi pour dropper tout ça. Et puis on a eu le G1. C'est une bonne consolation. Allez, on continue. On va parler un petit peu des internals d'ADB maintenant. On commence à rentrer un peu dans la bête là. Donc on reprend notre big picture. On a l'ADB client, l'ADB serveur, l'ADB daemon. Hein. Run sur la machine, sur le device, tout ça. Et puis à l'intérieur, vous imaginez bien, je vous ai dit, c'est un programme client-serveur. Donc forcément, pour faire communiquer des modules les uns avec les autres, on a besoin de protocoles. Donc là, on peut noter, par exemple, qu'on a un protocole que j'ai appelé client-serveur et l'autre que j'ai appelé serveur-daemon, dans un grand élan d'originalité. Et on va essayer de voir un petit peu comment marchent ces protocoles. Commençons par client-serveur. Lorsque je rentre la commande adb shell ls, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ADB de lister l'ensemble des fichiers à la racine du file system. Donc ça, c'est cool. Mais moi, je vais vous montrer un petit peu comment le client va demander au serveur tout ça. Le premier truc qu'il va dire, le client va dire à l'ADB serveur, c'est quelle est ta version de protocole. Il va envoyer ce payload là, donc c'est host version. Et puis l'ADB serveur va lui répondre en lui disant, en l'occurrence d'ailleurs les dernières versions c'est 36. Si vous faites un ADB version, la version actuelle, c'est 1.0.36. Et en fait, le 36 de cette version, c'est la version du protocole client-serveur. Donc si vous voyez incrémenter, c'est systématiquement que le protocole a évolué. Donc il lui répond. Ensuite, une fois qu'il connaît sa version, il va lui dire qu'il veut parler à un certain type de device. Donc là, en l'occurrence, on ne spécifie pas
de device, donc il veut parler à n'importe quel device qui serait connecté. Puis le serveur va lui répondre OK. Et à la fin, et ensuite, il va enfin envoyer la commande qu'on veut, qui s'appelle shell ls. Et donc, il va envoyer shell:2.ls. Il va demander d'accéder au service shell en lui donnant comme paramètre la commande à passer qui s'appelle ls. Et à la fin, donc, la DB server va finalement lui renvoyer l'output qu'il a demandé, donc la liste de l'ensemble des fichiers. Ça vous va? C'est assez simple pour l'instant. Vous allez voir, ça va continuer. Si on essaye de prendre un petit peu de recul, on peut essayer de comprendre comment le protocole marche. Il a 3 phases. Le premier, c'est le startup, la présentation. Ensuite, on passe par une phase de sélection de device. Quel type de device ou avec quel device je veux communiquer. Et ensuite, l'exécution du service. C'est l'exécution de la vraie commande qui a été envoyée. C'est comme ça que ça marche systématiquement. Et ça nous permet de comprendre un truc. Au startup, par exemple, ça vous est déjà arrivé, lorsque vous lancez une commande, vous avez ce message ADB Server Version 32 doesn't match this client, etc. Ce genre de truc où vous voyez des numéros de version que vous ne savez pas trop. C'est des trucs qui arrivent assez souvent lorsqu'on fait du dev Android, et c'est typiquement à cause de ça. C'est lorsque vous avez un ADB Server qui tourne, qui n'est pas de la même version que l'ADB client que vous utilisez. Ça ne va pas résoudre vos problèmes de savoir ça, mais au moins, maintenant, vous savez pourquoi. Une autre chose aussi, c'est la device selection. Donc là, je vous ai montré l'exemple de quand ADB demandait n'importe quel device. Et donc, s'il y en a un de plugué, il ira lui parler à lui. Lorsque vous faites un -s et que vous donnez un serial, voilà à quoi ça ressemble. Concrètement, sur cette partie, je vous mets des exemples. Essayez pas de lire, il faudra revenir sur les slides si vous êtes vraiment intéressé. Mais donc, vous voyez, lorsqu'on fait un -s, on a un type de transport, un target de device qui s'appelle host::transport et le serial. Lorsqu'on target les devices USB, c'est transport-USB qui est envoyé, et transport-local lorsqu'on target les devices qui sont du réseau, les émulateurs. Ok, donc là maintenant on a fait le tour, et on peut voir un petit peu et comprendre ce que c'est qu'un service. Puisque ce n'était pas clair quand je vous en ai parlé tout à l'heure, je vais juste revenir sur ce slide. Comme je vous disais, la dernière partie, c'est l'exécution du service. C'est vraiment là qu'on exécute la commande. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un service ADB? C'est une action, simplement. C'est quelque chose qu'on veut voir faire de la part d'ADB. Il y en a de 2 types, des services. Il y a des services qu'on appelle hosts, qui sont directement exécutés par l'ADB server. Par exemple, devices. ADB devices, c'est exécuté par le serveur. Il ne va pas faire exécuter ça par des devices distants. Et local services, ce sont des services qui sont exécutés par les différents devices. Lorsque vous allez faire un push, un pull, un shell, tout ça, ça s'exécute directement sur les devices. Vous avez différents types de services, je ne vais pas vous faire la liste, ça va être totalement relou, mais par exemple, donc pour les host services, vous avez devices-l, host::devices-l, qui est celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous avez shell, que vous avez vu aussi. Vous avez frame buffer, qui vous permet de faire des snapshots. Lorsque vous faites screen cap, ADB screen cap, ou ADB shell screen cap, je ne sais plus trop quoi. Mais frame buffer, c'est le service qui permet d'aller récupérer le frame buffer et d'en faire une capture. Et puis il y en a un autre que j'aime bien qui s'appelle JDWP avec un PID, un process ID. Ça, vous avez déjà fait du debug dans Android Studio. Et bien, c'est ce service qui est utilisé lorsque vous faites du debug. C'est celui-là qui va permettre d'aller connecter votre Android Studio aux GDB serveurs qui sont sur vos process Android, où vous allez pouvoir aller faire du pas à pas et ce genre de choses, quoi. Et c'est tout. Oui, il y a un autre truc aussi, je vais l'appeler assez rapidement. Il y a un autre service qui s'appelle Sync, et lui qui est entièrement dédié au transfert de gros fichiers. Donc si vous faites du push et du pull, c'est Sync qui est utilisé. Et lui, il a son propre protocole à l'intérieur du protocole. Autant vous dire que vous ne voulez absolument pas savoir comment ça marche. Malheureusement, j'ai été obligé d'apprendre. Mais on n'en parlera pas ce soir.
La partie serveur daemon. Donc là, on a traité la partie où le client discutait avec le serveur et le serveur va discuter à un moment avec le device via ce protocole. Première chose, à quoi ressemble un message qui transite par là? Alors là, vous ne voyez rien, mais là, vous voyez quelque chose. Ce que vous voyez ici, donc en fait, il y a une bande grise que vous ne voyez pas parce que bon, c'est un rétro pro, et une partie de ce message est le header, mais c'est la première partie du message. Elle est de type aMessage. Je vous donne le nom après parce que vous allez voir l'intérêt. Et puis l'autre partie, c'est la data. C'est plutôt pas mal. On a un header et de la data. C'est assez classique comme configuration pour envoyer des données. Mais on va voir un petit peu à quoi ça ressemble un peu plus en détail. Donc aMessage, c'est une structure en C, enfin en C++ maintenant, mais on reviendra à ce sujet tout à l'heure, qui contient plusieurs choses. On va s'intéresser à 4 propriétés parce que les autres sont totalement barbantes. La première, c'est la commande. La commande, c'est le verbe de l'action. C'est vraiment « je veux faire ça ». Ensuite, on a 2 arguments qui s'appellent arg0 et arg1. Alors j'entends les mecs qui font du clean code dire « mais vous êtes totalement tarés de faire des trucs comme ça ». En fait, non, pas du tout. Ils ont fait ça parce qu'en fonction de la commande, arg0 et arg1 vont avoir une signification différente. Donc ils se sont dit « tant qu'à faire, mettons un truc totalement générique, ils se débrouilleront avec ». Et puis, dernier argument de cette structure, c'est dataLength qui donne la taille totale du message qui suit. Vous voyez, si on revient en arrière, hop, on a aMessage puis data, et bien dataLength donne la taille du truc bleu que vous avez vu tout à l'heure. Et le reste, on s'en fout. Ok, donc on va essayer de reprendre une conversation. Et cette fois-ci, on va faire un ADB Connect. ADB Connect, et puis après, on donne un IP port. Et donc, quand on fait ce truc-là, au niveau ADB Server, qu'est-ce qui va se passer? Il va envoyer un paquet qui ressemble à ça. CNXN, donc pour connexion, puis des chiffres et des chiffres. La première partie, c'est la commande. Ensuite, on a arg1 et arg2. Je ne vous ai pas tout mis, je vous ai mis que le truc intéressant. Donc, commande, argument 1, argument 2. Et donc ça, c'est la command connect. Ensuite, ça, c'est la version de protocole qui n'a strictement jamais changé depuis le début d'ADB. Donc, si un jour ça arrive, au moins il y a le mécanisme pour. Et puis, il y a le max payload size. Ça, c'est un truc qui est important, vous ne le savez pas, enfin, vous l'avez sûrement vécu en novembre dernier, on y reviendra un peu plus tard. Et pardon, juste un truc, hein. Le max payload size, c'est la taille maximum que peut avoir le truc bleu de tout à l'heure, le truc data. Ça peut faire 256 kg maximum. Et ça a une vraie implication sur les performances d'ADB. Et donc en réponse, le démon va lui répondre de la même manière, commande, argument 1, argument 2. Et en l'occurrence, en ce moment, c'est strictement les mêmes réponses, sur les devices récents, disons. Et puis en plus, il va mettre de la data, lui. Et il va mettre dans sa data un truc qui commence par device, raw, product, etc. Et en fait, si vous regardez bien, c'est précisément le même contenu que ce que vous avez quand vous faites un ADB devices-L. Le daemon se présente à l'ADB server de cette manière. Et ce qui vous affiche avec -L, c'est ce truc qui est passé au moment de la connexion. Et on appelle ça le device identity string. Ok, allez, ça c'était la première commande. Maintenant, on va essayer d'en faire une deuxième. ADB shell ls, la même que tout à l'heure. Mais sauf que là, on est de l'autre côté. On est du côté serveur à device. Donc, l'ADB server va commencer par faire une commande où il envoie... Ah oui, je reprends. Oui, on a toujours une commande arg1, arg2 et data. D'accord? Et donc, il envoie une commande qui s'appelle open avec 2 ID qui sont au milieu, server ID et dans l'occurrence 0. Mais on va se concentrer sur, sur la dernière partie qui est contenue dans data. Et vous voyez, c'est shell2.ls. En fait, pour le coup, dans ce cas-là, c'est exactement la même chaîne que ce qui était envoyé par l'ADB client. Elle est relayée, enfin elle est reformatée, relayée au daemon. Et ça va demander d'exécuter le service local shell avec un paramètre ls sur le démon. Donc il va exécuter un ls. À ce moment-là, le daemon va répondre OK. Et cette fois-ci, vous voyez qu'il va y avoir un jeu d'ID en fait, qui vont se switcher, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Puis une fois qu'il a répondu OK, il va commencer à lui répondre en faisant une commande qui s'appelle write,
et puis de la data. La data, ça va être l'output qu'on crée. Ensuite, la DB server va répondre OK de la même manière, et puis il va continuer de lui écrire. Une fois qu'il a reçu le OK, le daemon va continuer de lui envoyer la suite de l'information. Et puis quand il a fini, il lui envoie un close. Et du coup, la DB server va répondre OK et close. Et c'est fini. La tâche est faite, et vous avez eu votre output dans votre commande. Alors, c'est cool, hein, mais c'est barbant, ces genres de protocoles, etc. J'essaie de vous le rendre vivant, j'espère que vous avez pu le lire. Enfin, pas ceux du fond, mais au moins ceux de devant. Mais on va essayer d'en apprendre quelque chose, et c'est ça qui est intéressant. Et la question à laquelle on va essayer de répondre, c'est pourquoi ADB est maintenant plus rapide? Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous parlais de novembre dernier. En novembre dernier, il y a, pendant l'Android Summit, il y a Google qui a annoncé qu'ADB allait être super fast sur les nouveaux devices, etc. On va essayer de comprendre pourquoi. Vous vous souvenez de notre petit paquet? On a une data qui peut faire une taille maximum de 256 kilobytes, pardon. Donc 256 000 octets. Ça, c'est maintenant. Mais avant, c'était 4. 4 petits kilobytes. Alors, on va essayer de voir quelles implications ça peut avoir. Si on reprend un exemple où on fait 2 writes pour envoyer l'ensemble des données. Donc, un write qui fait 256 kg et un autre qui fait 256 kg. Si on transforme ça par des paquets de 4 kg, ça ressemble à ça. Vous voyez que c'est nettement plus confus, ça a beaucoup plus de chances de se prendre les pieds dans le tapis, surtout pour transférer une bonne partie des données qui s'appellent OK et qui du coup n'ont aucun intérêt. Et le fait d'être passé à 256 kg, qui a été un patch de précisément 5 lignes, a permis d'augmenter les performances d'ADB de manière très significative. Donc voilà pourquoi maintenant ADB est plus rapide. On a fini avec les internals, on va pouvoir passer au projet ADB. Alors maintenant que vous avez un peu plus compris comment marchent les protocoles, vous allez pouvoir peut-être tenter un petit patch, jouer un petit peu avec ADB, le recompiler au moins. Alors on va voir comment on peut le compiler, c'est assez simple. Premier, c'est que vous devez aller sur le site de l'AOSP pour Android Open Source Project. Vous avez des requirements avec des trucs à installer, tout ça. Bon bref, vous suivez la notice. Ensuite, vous allez récupérer le code source et puis vous allez le compiler. D'accord? Là-dessus, c'est assez standard. Hein. Alors, si vous voulez faire tout ça, c'est assez simple. Vous avez un repo init à faire sur cette URL très longue, sur la branche master, parce que c'est là sur cette branche qu'est développée ADB. Ensuite, vous faites un repo sync avec les paramètres que vous voulez. Mais repo sync, c'est pour récupérer les données. Puis vous allez sourcer, faire du launch et surtout finir par un make -J24 parce que vous avez un processeur hors du commun qui est capable d'avoir plein de petits cœurs. Mais en gros, à la fin, vous allez faire un make -J24 et surtout ADB, où vous allez lui préciser de compiler uniquement ADB. Donc ça vous permet d'avoir votre petit binaire et même d'avoir le démon à dispo. Maintenant, parlons un peu plus du code. Les premières versions d'ADB, elles étaient écrites en C. Puis, ils se sont dit quand même, c'est le C quoi. Donc, ils sont passés à C++. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est que, bon, en plus du compilateur, ils ont changé les extensions de fichiers. Et ils l'ont passé à C++. Du coup, ils sont en refactoring depuis plusieurs années et ils font un plutôt bon boulot, hein, vraiment pour avoir surveillé leur travail au fur et à mesure depuis à peu près 6-8 mois maintenant. Il y a des choses très intéressantes qui se passent et le code est de plus en plus bitable, mais on est quand même loin d'avoir fini. Enfin, je pense qu'ils sont loin d'avoir fini. Du coup, m'est venue une petite théorie, c'est que pour moi, ce n'est pas un projet qui est développé en C++. C'est un projet qui est développé dans un autre langage, qu'on peut nommer 3 versions, à vous de me dire laquelle vous préférez. Donc la première, c'est que c'est écrit en C++, parce que c'est pas du C++. C'est écrit du C à peu près plus, ou alors du C++ moins. Voilà, c'est au choix. Lorsque vous buildez ce projet, vous allez
compiler le binaire ADB. Et le binaire ADB, c'est celui que vous utilisez tous les jours. Vous allez pouvoir l'extraire directement. Vous pouvez même le compiler cross-platform. Lorsque vous êtes sous Linux, vous pouvez le compiler pour Windows, tout ça. Tout marche très bien. Et vous allez pouvoir le trouver dans ce pass-là. Donc si un jour vous le compilez, ce truc-là pourra vous être utile. Ce que vous avez compilé comme binaire aussi, c'est ADB-D, qui est un binaire qui se retrouve dans les devices. Et celui-là aussi, vous l'utilisez tous les jours, mais vous vous êtes peut-être jamais rendu compte. Et puis, ce que vous allez aussi compiler, c'est une librairie statique qui s'appelle libadb. Et en fait, libadb, c'est pratiquement tout le code d'ADB. Pratiquement tout le code d'ADB qui est partagé entre l'ADB binaire, celui que vous utilisez sur votre PC, et l'ADB-D qui tourne dans les devices. Et donc, une énorme partie du code d'ADB va runner de la même manière sur votre plateforme, sur votre PC ou sur votre device. Et du coup, vous imaginez bien qu'un device qui est complexe, qui est cross-platform, donc en gros, il tourne sous Windows, sous Mac, sous Linux et sous Android. C'est quand même du cross-platform très 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 puissant. Il est multi-éléments, puisqu'il fait du client, du serveur, du daemon. Et en plus, ce que vous avez peut-être commencé à comprendre, c'est qu'ADB, c'est un multiplexeur. Un multiplexeur, c'est pas le truc le plus facile à développer. C'est souvent assez complexe. Et pourquoi c'est un multiplexeur? C'est que le daemon va recevoir plusieurs commandes à la fois. L'ADB server, lui, je vous en parle même pas, parce qu'en plus d'être connecté à différents devices, il est connecté à plein d'ADB clients en même temps. Puisque si vous ouvrez un terminal, vous faites un ADB log4 par exemple, que dans l'autre vous faites un ADB shell, vous avez deux clients connectés à votre ADB server. Voilà. Donc c'est un bout de soft qui est quand même assez complexe. Et les mecs qui l'ont designé n'étaient pas des demeurés, quoi, de loin. Bon, après, il y a toujours de l'amélioration à faire sur du soft, on le sait tous. Il n'est pas parfait. Mais en tout cas, c'est un truc complexe. Et puis, se rajoute à la complexité, c'est le cross-platform. Donc par exemple, dans le code, vous allez vous retrouver avec pas mal de trucs qui ressemblent à ça, sur un if, est-ce que je run dans le host, donc est-ce que je suis un serveur ou un client, ou est-ce que je suis un démon. Donc c'est des trucs comme ça. Et ça, vous l'avez par exemple 65 fois dans le code. Ou sinon d'autres trucs spécifiques à Windows. Ça, vous l'avez 39 fois. Donc voilà, vous imaginez que travailler avec ce genre de projet, c'est complexe. C'est possible. Mais ADB, c'est pas n'importe quoi comme soft, même s'il mérite un bon gros refactoring. Ok, donc ça, maintenant que vous avez un peu plus appréhendé les sources, vous avez commencé à faire un petit patch, et puis, bon, forcément, le premier développement marche jamais, donc vous avez besoin de débugger. Et en fait, ce dont je voulais vous parler va peut-être aussi vous aider, vous, à utiliser ADB. Parce que l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut rapidement et simplement débugger ADB lorsqu'il ne marche pas, pour essayer de comprendre un peu où est le problème. Donc si vous voulez débugger ADB, c'est assez simple. Vous faites un ADB kill server pour tuer le serveur local. Puis vous allez exporter une variable qui s'appelle adb_trace. Vous la mettez à la valeur ADB ou all, il y en a plusieurs, enfin il y a différents degrés. Vous pourrez vous renseigner. Et puis vous redémarrez le serveur, ADB start server. À partir de là, vous allez avoir plein de logs. Lorsque vous faites un ADB client, un ADB devices par exemple, vous allez avoir plein de lignes qui se rajoutent. Vous voyez des trucs où il y a des writes, etc. Là, vous voyez, host.devices, c'est une des chaînes de caractères qui est passée entre le client et le serveur pour dire, voilà quel type de... s'il te plaît, donne-moi accès au service devices qui liste les devices, etc. Niveau ADB server, vous avez un fichier qui va contenir l'ensemble des logs, lui, de l'ADB server. Et sous Linux, c'est ce pass-là, sous Mac, c'est ce pass-là, sous Windows, je ne sais pas. À vous de trouver. Voilà, donc c'est des trucs qui, je sais, parfois peuvent être... quand vous avez des trucs un peu tricky sur votre infra, tout ça, le debug peut aider, il ne faut pas hésiter. Et puis en plus, vous avez vu, c'est super rapide à mettre en place. Ok, donc on a fini de parler du projet ADB, comment on pouvait débugger. On va parler un petit peu des tools, et ce sera la dernière partie de ce talk. J'espère que vous n'êtes pas tous trop fatigués. Moi, j'ai très très faim en tout cas, sachez-le. Donc on va essayer. Ah, super.
Ok, donc ADB et les DevTools d'Android. On va commencer par Android Studio. Alors Android Studio, si vous voulez comprendre un peu comment il marche, ben, ce qui est cool, c'est que vous avez le code source. De la même manière, c'est aussi sur la OSP. Et vous avez un repo init, un repo sync, et ensuite vous pouvez aller browser les sources. Voilà, tout est marqué ici. Une information intéressante, Android Studio n'utilise pas ADB. Oui, c'est surprenant, n'est-ce pas? Il ne l'utilise pas. Enfin presque. Il utilise DDMlib. Alors qu'est-ce que c'est DDMlib? C'est une librairie Java. Et elle se comporte comme un client ADB. Vous savez, celui qui est tout à gauche de notre joli schéma. Et puis, DDMlib fait partie de la OSP. Donc c'est une librairie Java open source. Vous avez le pass, lorsque vous téléchargez Android Studio, vous l'avez dans le pass, qui est là. Tools, Base, DDMlib. Mais DDMlib n'utilise pas ADB. Bah oui, parce qu'il utilise le protocole d'ADB, mais il ne veut pas utiliser le binaire d'ADB. C'est l'idée. Enfin presque. Hein. Parce qu'en fait, DDMlib, il va utiliser le binaire d'ADB pour une seule chose, c'est démarrer le serveur. Il démarre le serveur ADB en lançant une commande avec ADB, enfin ADB start server, puis toutes les informations dont il a besoin. Et puis ensuite, une fois qu'il a démarré le serveur, il va lui-même ouvrir une connexion TCP et envoyer les messages qu'il veut et se faire passer pour un ADB client. Et en fait, il est un ADB client. Juste qu'il utilise le même protocole que l'ADB de la ligne de commande que vous utilisez vous. Alors du coup, quelle est la différence entre DDMlib et le binaire ADB? Je veux juste préciser quelle est l'une des différences, parce qu'en fait, il y en a plein. Hein. Mais celle qui est intéressante et qui va encore peut-être nous donner une piste pour des choses que vous voudriez faire, c'est la backward compatibility. Aujourd'hui, vous vous souvenez le problème d'ADB là? Lorsque je fais un ADB devices avec un binaire qui est en version 32 du protocole, alors que mon serveur il est en version 36, il me jette en me disant « je ne connais pas, on ne parle pas la même langue, je ne pourrai pas parler avec lui ». Et heureusement, il reste poli. Et bien là, avec DDMlib, c'est bien plus facile. DDMlib, lui, il supporte ADB à partir de sa version 1.0.20. Alors du coup, je vais partir regarder. 1.0.20, ça date de octobre 2008. Donc vous pouvez y aller. Et donc là, pour conclure sur cette partie DDMlib, c'est que moi, il y a un truc à la fin de cette recherche, je me suis dit quand même, DDMlib, c'est pas mal. Hein. C'est une lib qui est maintenue par Google, qui est open source. Elle a des milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions d'utilisateurs quotidiens. Et elle, certes, elle a besoin d'un binaire ADB, mais elle est super accessible. Donc, ça peut potentiellement un truc très intéressant. Si un jour je fais un projet Java qui doit se comporter comme un client ADB, d'utiliser cette librairie. Et je vous encourage à essayer, au moins, de l'intégrer. Elle est assez simple. Et vous allez voir, elle n'est pas utilisée que dans Android Studio. Et en plus, il y a un truc qui m'a mis aussi la puce à l'oreille, c'est que je me suis rendu compte que DDMlib, elle était déjà sur JCenter, publiée par Google. Donc en fait, si vous avez un projet Java Gradle, en 2 lignes, vous avez cette dépendance et vous avez accès à cette librairie directement dans votre projet. Même pas besoin d'aller la syncer, etc. Donc, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Ouais, ça c'était pour dire que nous aussi, on a fait notre DDMlib à nous pour Genymotion, tout ça. Bon, c'est pas encore open source, alors on va passer. Ok, un autre point, donc le plugin Gradle d'Android. Gradle, c'est le build system d'Android. On utilise le plugin Android de Gradle, développé par Google, pour builder des applications Android. Et ce truc-là a parfois besoin d'ADB. Alors pourquoi? Ah oui, pardon. De la même manière, vous avez accès au code source du plugin Gradle. Hein, c'est encore la OSP et ça marche pareil. Et vous avez encore le pass. Et comme je vous disais, le plugin Android utilise
aussi DDMlib, exactement comme le fait Android Studio, pour les mêmes fonctionnalités. Alors, comment est-ce que le plugin le plugin Gradle d'Android utilise DDMlib? C'est assez simple, hein. Il l'utilise à chaque fois qu'il a besoin d'entrer en interaction avec un device. Donc les trucs qu'il va faire, c'est installer des APK, lancer les tests instrumentés. Je ne sais pas si vous faites beaucoup de tests instrumentés. Je suis d'accord avec toi. Vous devriez faire des tests instrumentés. Il y a un mec qui a levé le poing quand j'ai dit vous faites des tests instrumentés. Et récupérer aussi des informations sur les devices. Ça, il en a besoin. Voilà, il utilise DDMlib pour tout ça. Deux classes qui peuvent être intéressantes pour vous, potentiellement, lorsque si vous regardez un petit peu les sources du plugin Gradle, c'est Device Provider et Connected Device. Device Provider, c'est une classe qui permet de gérer la liste de devices. Donc ces trucs, si vous pouvez jouer un petit peu, c'est assez sympa lorsque vous voulez, depuis Gradle, lui dire « je veux que tu ailles taper dans tel device ». Voilà, c'est des classes que vous pouvez overrider, injecter, etc. C'est bien Gradle pour pouvoir faire plein de bêtises. Bah, ce genre de bêtises peuvent être très utiles. Et Connected Device, c'est une classe c'est une instance de device. Donc c'est là-dessus que vous allez faire des installs, etc. Donc c'est des classes intéressantes que vous pourriez aller voir un petit peu pour vous amuser. Et puis d'autres petits tricks cool. Alors ça, pour le coup, c'est super utile parfois. Lorsqu'on run des tests instrumentés, n'importe quelle tâche Android, il va interagir avec le device des fois sur les tâches d'install, etc. ou de tests instrumentés. Et il pourrait être génial qu'on voit quelles sont les commandes qui sont passées par le plugin Gradle, les commandes ADB qui sont passées par le plugin Gradle. Et donc ça, vous pouvez le faire assez simplement en faisant un import, puis un appel un peu crado à une fonction statique sur une classe, un peu random, pour pouvoir avoir un peu plus de log. Donc si vous faites ça, vous rajoutez ça dans votre build.gradle par exemple, et ensuite vous faites un gradloo, n'importe quelle tâche, et puis moins debug, parce que forcément il faut un peu de verbosité, et vous allez avoir accès à ce genre d'informations dans votre log. Donc là on voit qu'on teste, pour runner les tests, pour ça c'est pour installer, on va faire un pm install et faire plein de choses avec. Pour runner les tests instrumentés, on a un am instrument, et -r, etc. Et vous avez les résultats, les outputs directement de l'instrumentation runner qui tourne. Donc ça encore, pour débugger, c'est des trucs qui peuvent être assez utiles. Un autre truc qui est intéressant, et ça, j'étais content quand je l'ai trouvé dans le code source, c'est que parfois vous avez besoin de rajouter des options depuis Gradle sur les installations et l'utilisation d'ADB. Par exemple, il y a des gens qui ont des connexions ADB un petit peu lentes sur leur réseau local et qui ont besoin d'augmenter le timeout. Et donc ça, vous pouvez le customiser directement depuis Gradle. Normalement, vous avez un paramètre pour faire ça dans ADB, mais vous ne contrôlez pas la manière dont on utilise ADB. Donc vous pouvez utiliser dans le bloc Android ADB Options et Timeout in millisecond. Et par exemple, vous avez des options qui peuvent être utiles si vous bossez avec du 6.0 ou du 7.0. C'est des options d'installation comme -G qui vous permettent de grant automatiquement votre application. Vous savez qu'il n'y a pas les pop-up qui s'affichent pour faire du granting. Il y a l'option -G qui existe dans ADB install -G. Ben, ça, vous pouvez l'injecter directement depuis votre build.gradle. Mais ce n'est pas fini. Parfois, vous faites des trucs un petit peu plus complexes et vous n'avez pas envie que le -G se mette partout sur l'ensemble des tâches et l'ensemble des installations, mais uniquement sur certaines tâches. Et donc, avec ce petit bout de code, on ne va pas rentrer dans les détails, hein, on a déjà fait long sur cette conférence, mais vous allez pouvoir targeter certaines de vos tâches et installer via cette propriété-là, que je ne vais pas lire, des commandes directement pour chacune des tâches, des options d'ADB sur chacune de vos tâches. Donc voilà, tout ça c'est trouvable dans le code source, il faut juste passer un peu de temps dedans. Ok. Donc j'en ai fini pour la partie ADB, etc. Et bah, vous voyez, j'ai eu la chance d'apprendre plein de trucs, et c'était pour une raison, hein, si vous n'imaginez pas que mon employeur me paye à faire des conférences. On a appris tout ça parce qu'on en avait besoin dans Genymotion, et notamment dans Genymotion Cloud. Alors je vais faire une petite démo pour vous montrer un petit peu ce qu'on en fait. Je vais faire une démo à une main, ça va être sympa. Ok.
Alors, voilà. Partons ici. Et puis, donc là, vous avez l'interface de Genymotion Cloud. Alors, tout le monde sait ce que c'est que Genymotion? Levez la main si vous ne connaissez pas. Vous connaissez pas? Si, vous connaissez. Ah, c'est très pas clair ce que je viens de vous dire. Ok, bon, disons que vous connaissez, c'est un émulateur Android qui marche sur votre PC. Donc vous le faites tourner, on utilise VBox, tout ça. Et puis, il y a un truc qu'on a lancé qui n'est pas encore en release public, elle est en release juste public. Donc, c'est pas assez pour que tout le monde puisse l'essayer demain. Et en gros, l'idée, c'est d'avoir des émulateurs Android qui tournent dans le cloud. Alors, je vous montre un petit peu l'interface rapidement. Donc là, j'ai une liste de devices et je veux en faire tourner un. Ah, il essaye de me regarder, c'est marrant. Ok, donc là, je vais cliquer sur Run, sur un des devices que j'ai choisi. Et il va s'allumer. À côté de ça, je vais vous montrer... Ouais, il est en train de booter. Allez, monsieur. De l'autre côté, j'ai un Android Studio. Et je vais aussi vous montrer ce qu'on peut faire avec hop, la ligne de commande. Parce que vous savez que sur Genymotion, on a une ligne de commande. Bah, vous allez voir comment au moins on peut interagir avec le cloud dedans. Donc voilà, mon device est booté. Il faut qu'il s'affiche. C'est toujours pendant les démos que les devices rament. Vous n'avez jamais remarqué? Ok. Donc là, je suis dans Chrome et j'utilise... Ouh, ça lag un petit peu, désolé messieurs, dames. Et j'utilise le device. Je précise que c'est le réseau de SoftBank. Hein. Et donc voilà, j'ai ce device et je peux interagir dedans directement à la souris, etc. Et je suis dans Chrome, hein, je n'ai pas besoin d'installer quoi que ce soit. Ok, donc c'est cool, mais pour les développeurs, c'est moins... Enfin, c'est pas l'idéal, quoi. Donc, on a un outil en ligne de commande qui s'appelle GMTool, qui nous permet de contrôler les devices Genymotion en ligne de commande. C'est quelque chose que vous pouvez déjà faire. On a la possibilité aussi de contrôler les devices du cloud en ligne de commande. Donc là, par exemple, GMTool admin list. Je vais juste laisser... Non. Voilà. GMTool admin list, ça me donne la liste de l'ensemble des devices. Vous voyez que ça rentre dans le cloud. Bon, il y a un truc, c'est que, comme je disais, moi je suis dev. Ah, c'est gentil, merci. Vas-y, approche. Moi je suis dev et j'ai envie d'accéder à mon device en ADB. C'est génial, je vous donne presque le dos, c'est horrible. Ok. Et donc ce que je vais faire, c'est que, hop, j'ai une autre ligne de commande. Maintenant que je vois que j'ai un device qui run, je vais établir une commande pour m'y connecter. Et donc là, c'est gmtool -cloud device ADB connect. Et quand je fais un ADB devices, vous voyez, oh là là, ça marche. Applause. Je note que vous applaudissiez un peu plus Pepper tout à l'heure. Donc voilà, vous voyez, on a parlé tellement de LS ce soir que je vous en remets plein comme ça. Voilà, vous voyez, ça marche. Ce qui est cool, c'est que quand je suis connecté à ce device en remote, j'ai aussi la possibilité de l'utiliser via Android Studio. Et ça, c'est plutôt cool. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai un petit projet un peu bidon là. Et puis je vais le compiler et le runner sur ce device distant. Donc là, mon Android Studio local va compiler l'APK, l'envoyer, faire un ADB push, ADB install, comme d'habitude. Alors je précise juste que mon PC est très lent à compiler les applications Android, donc on va attendre un tout petit peu. Oui, je sais, mais bon, c'est la fin de la démo, je te rassure. De toute façon, il n'y aura pas de questions. Hein. C'est prévu. Donc il est encore en train de compiler. Juste pour vous dire, donc, là vous m'avez vu lancer le device en ligne de commande. Hop, hop, hop. Vous m'avez vu lancer le device via la UI et ensuite m'y connecter en ligne de commande. J'aurais très bien pu lancer le device directement en ligne de commande. C'est quelque chose qui est faisable, je voulais juste vous montrer qu'il y avait une UI derrière.
Et donc, ah, c'est bon, il est en train d'installer l'APK, donc on va pouvoir y retourner. C'est génial, mais ça marchait super bien pendant votre talk. Et là, maintenant, je pense qu'il y a tout le monde qui est en train de télécharger des trucs. Super. Donc, je l'ai lancé en mode debug parce que je vais vous montrer aussi un petit truc qui est assez sympa. C'est que, si ça veut bien s'afficher, je précise que je suis en Wi-Fi. Voilà. C'est que en plus d'avoir accès directement depuis Android Studio, j'ai aussi accès en debug. Alors ça mérite une connexion un poil bonne, hein. Là j'avoue, je ne comprends pas pourquoi ça rame maintenant, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, de toute façon on est maudit, c'est toujours l'effet des mots permanents. Et l'idée, c'est que, ouais, super. Donc vous voyez, j'ai cliqué sur un item, et là maintenant je suis en mode debug dans mon application, dans mon device, qui tourne dans le cloud. Et là, c'est plutôt cool parce que ça permet pas mal de choses comme le peering, parce qu'on peut partager des devices, enfin tout le monde peut les voir, plusieurs personnes se connecter en ADB simultanément. C'est juste pour vous montrer un cas d'usage qui peut être assez intéressant. Je dis pas, il faut arrêter d'utiliser les devices USB et les émulateurs pour développer, mais dans certains cas d'usage, le CI et ce genre de choses, et le peering, c'est des cas d'usage qui peuvent être super intéressants pour les devs. Je ne vais pas parler des autres parce que je ne suis pas là pour faire trop de pub non plus, mais voilà. C'était juste pour vous montrer un petit peu comment nous, on a utilisé le protocole ADB, on l'a compris, pour faire en sorte que les devices qui sont distants peuvent être accessibles via ADB, via des connexions de développeurs à nos utilisateurs, et ça directement et facilement quand on a du réseau. Je vous remercie. Il est vraiment tard? Une question. Oh mince, il y en a une. Bonsoir, d'abord merci pour la présentation. J'avais une petite question par rapport donc à partir d'Android 4.2.2, quand on se connecte à ADB, donc il y a une petite whitelist supplémentaire, une étape pull supplémentaire qui a été ajoutée pour que tout le monde ne puisse pas envoyer des commandes ADB. Et donc c'est ce qui se traduit là par cette espèce d'acceptation du certificat quand on se connecte. Vous, du coup, comment vous gérez ça de votre côté avec Genymotion Cloud? C'est très simple, on l'a désactivé. Okay. Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, nous, ça a un intérêt ce truc-là sur les devices USB, sur les devices qui sont un peu random. Sur Genymotion, on fait d'une des devices de dev, donc en local, on ne veut pas. Le problème que ça pose aussi d'avoir ça, c'est que ça casse tout ce qui est automatisation. Puisque lorsqu'on veut allumer un device, on veut qu'il soit directement accessible en USB. Et il y a un autre truc, c'est pour le cloud, et là, donc là je réponds en mode t'inquiète pas, de toute façon on a tout prévu, c'est que la connexion que vous voyez, elle n'est pas faite au hasard, elle n'est pas faite n'importe comment, elle est authentifiée et chiffrée. Donc du coup, le pop-up que tu ne vois pas, en fait, il est pris en charge directement par tout le système de, tu vois, quand je fais GMTool, etc., GMTool Device ADB Connect, tout le système d'authentification est pris à ce moment-là, au moment de l'établissement de la connexion d'ADB. D'accord, super. C'était la seule et unique question autorisée ce soir. Si vous en avez d'autres, je serai sûrement en train de manger tout à l'heure. Bonne soirée.